Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous regardez Plein Phare, le talk show dédié à la mobilité avec ce soir du beau monde puisque vous verrez François. Eh oui, bonsoir Adrien. Salut, et puis on reçoit surtout Alain Lemeur. Bonjour Alain. Bonsoir Adrien. Alain, vous êtes responsable communication produit pour Nissan West Europe. Oui. C'est bien ça? Exactement. Très bien, super. Et puis vous allez nous présenter donc le véhicule qui est juste derrière nous. Le best-seller. C'est sa troisième génération. C'est le Nissan Qashqai, exactement. Alors on aura l'opportunité de tourner autour de la voiture tout à l'heure, bien sûr, de vous la présenter. Pour ça, Guillaume, qui est là habituellement tous les mardis soirs dans Plein Phare, sera là pour justement tourner autour de la voiture et vous montrer tous ses détails, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et bien sûr, à la régie, on a toujours notre Serge National qui a opéré de très belle manière cet après-midi pour faire tous les réglages, puisque vous voyez qu'on est dans un cadre différent d'habitude. En l'occurrence, on est dans un studio photo prévu spécifiquement pour l'occasion. On a quitté le studio d'appartement pour le studio photo. C'est ça. On a gagné en mètres carrés, mais... Exactement, il y a de l'évolution quand même dans Plein Phare, d'où la nécessité de s'abonner bien sûr à la chaîne. Toujours. On continue à faire ce genre d'émission et qu'on continue à découvrir de nouveaux modèles. Alors, Alain, ce que je vous propose, avant de présenter cette voiture et avant aussi bien sûr que nos spectateurs puissent vous poser toutes leurs questions à propos du Nissan Qashqai, je vous propose tout simplement de vous présenter très brièvement, en sachant que si vous avez un trou de mémoire, je crois que François a tout prévu et connaît précisément votre parcours. Bon, alors, pour le dire beaucoup plus simplement, je suis le monsieur qui parle des voitures, des belles voitures de chez Nissan, aux médias, aux journalistes et aux influenceurs, donc aux nouvelles automobilistes, tout simplement. Super. Ça fait 20 ans que je suis chez Nissan, ça veut dire qu'on y est bien. C'est une marque innovante dans laquelle, quand on a envie de rester, tout simplement. Et la preuve est derrière nous, puisque troisième génération de best-seller, j'ai connu le lancement des trois avec à chaque fois plus de techno, plus de raffinement, plus de nouveautés. Et le troisième, je suis sacrément heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un très beau bébé et que c'est un lancement clé pour la marque dans son renouvellement de produit. Très clair. François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est dit avec célérité, avec une accélération de GTR, on sent la montée en puissance avant le premier virage. Ça fait quoi d'avoir 20 ans dans un constructeur automobile? C'est ton premier emploi ou t'étais ailleurs avant? Alors j'ai travaillé chez d'autres constructeurs avant et puis je suis tombé dans Nissan quand j'étais tout petit entre guillemets puisque c'est mon premier emploi. On a la chance quand on est dans une multinationale comme celle-là de pouvoir toucher à beaucoup de domaines différents, d'apprendre énormément. C'est un vrai constructeur généraliste au meilleur sens du terme. Nissan, c'est l'invention des crossovers, c'est 500 000 livres sur la route, c'est une supercar comme la GTR. C'est 50 ans de coupé Z, c'est énormément de savoir-faire sur la terre entière et ça c'est sacrément intéressant. Et le fait d'y rester aussi longtemps, c'est aussi un signe que cette marque innovante, elle sait se réinventer et puis elle donne confiance à ses collaborateurs pour collaborer à ce genre de développement aussi. Alors ce que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent ne le savent pas, peut-être, mais qu'ils vont apprendre dans quelques secondes, c'est qu'Alain est aussi un passionné d'automobile. Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'être passionné dans un constructeur automobile quand on est passionné d'automobile? Est-ce que c'est une condition nécessaire ou est-ce qu'au contraire on pourrait parfaitement ne pas l'être? Alors ça peut être les deux. On n'en a pas besoin au quotidien parce que finalement ça reste une entreprise comme une autre qui a besoin de vendre ses produits, ses services et de le faire de bonne manière et avec de la bonne qualité. Bien sûr. Néanmoins, le fait d'avoir une appétence pour l'automobile, surtout dans un constructeur généraliste qui vient du Japon, ça permet, si on a cette curiosité-là, d'apprendre davantage, d'apprendre plus vite les nouveaux produits, de s'intéresser davantage aux innovations, de voir d'où la marque vient. Donc oui, être passionné d'automobile et pas seulement de sa marque, ça donne ce vernis-là. Et c'est vrai que c'est enthousiasmant de le faire dans une marque aussi large et aussi générale que peut l'être Nissan. Alors on ne sait pas si ce substrat allait le permettre. En tout cas, tu es breton d'origine. Oui, absolument. Concarneau, pas exactement né là-bas, mais pas loin. Mais pas loin, effectivement. Et ça... Mais pas mal loin non plus. Pas mal loin non plus, un peu plus loin. Avant-dernier port avant New York, finalement. Douarnenez, où les taxis new-yorkais sont des Nissan, merci. Wow. D'accord. Est-ce que c'est ce qui s'appelle la classe armoricaine? C'est ce qui s'appelle la classe armoricaine. Je crois que mon chef vous a soufflé 2-3 trucs là, non? Ah, je ne sais pas, moi je lis les notes. Les archives d'internet sont nombreuses. C'est ça. Nous avons exhumé effectivement le fait que tu étais un maniaque de l'injecteur, mais peut-être pas uniquement pour les électriques. Noté, effectivement. Un psychopathe de l'arbre à cam, un hystérique de la boîte à crabot, mais pas sur les boîtes CVT. Faut faire attention parce qu'après il y aura beaucoup de questions dans le chat techniques sur les moteurs, sur l'hybridation. Ah c'est vrai, ça
ça commence déjà. Etc. Ça commence déjà d'ailleurs. Alors pour celles et ceux du coup qui nous rejoignent, bienvenue. On interviewe ce soir Alain Lemeur de Nissan France pour évoquer le Nissan Qashqai 3e génération. On va vous le présenter très brièvement et puis après on va répondre avec Alain donc à toutes vos questions et surtout on va tourner autour de la voiture pour vous montrer tous ces détails. Donc François, je te propose de commencer par un petit historique sur ce Qashqai. Et oui. On en est à la 3e génération. Déjà. La première génération est sortie en 2006, donc il y a 15 ans. Présentation en 2006 et commercialisation en 2007 précisément, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, d'autant que on peut dire que c'est le père en quelque sorte des SUV modernes. C'est à cause de lui tout ça. Oui, si un 3008 était là, Peugeot pourrait recevoir un faire-part de Nissan. D'ailleurs, c'est ce que Nissan avait fait il y a quelques années, en envoyant un faire-part à Peugeot, mais bienvenue dans la famille. Le Nissan Qashqai, c'est avant tout un pari qui a été lancé en 2004, partant du principe que l'Almera, qui était la compacte de l'époque chez Nissan, ne se vendait plus vraiment et n'arrivait pas à se différencier du reste de la NAS, de la mêlée, face au Golf, face au 307, face au C4, face au Mégane. Et ils ont tout simplement décidé de faire un véhicule différent, surélevé. C'était d'ailleurs pile l'époque où Nissan se prenait un peu pour le Apple de l'époque, et toutes les pubs qui étaient autour de Shift dans l'idée de faire différent. Dans les slogans adoptés, et en lançant le Qashqai d'abord comme concept car au Salon de Genève de 2004, et ensuite en lançant le modèle de série en 2006-2007, vous avez tout simplement raflé le marché automobile européen sur ce segment-là, puisque ça faisait encore en 2019, j'ai les chiffres, attention, 586 940 ventes, soit le numéro 1 en Europe, même si, entre-temps, la concurrence est arrivée, les SUV, il y en a partout, il y en a chez quasiment tous les constructeurs, surtout dans le segment C, et même ceux qui avaient tenté la synthèse monospace, comme le 3008, ont fini par définitivement devenir de vrais SUV. Le point SUV est important, puisque si le Qashqai l'a inventé, le Qashqai est aussi resté plus ou moins son leader, même si le Tiguan commence à jouer des coudes aussi face à lui, et que Nissan a su le faire évoluer. Il y a eu une version 7 places, effectivement, en 2008, le Qashqai Plus 2, qui a ensuite été intégré à la gamme, c'était le X-Trail en 2014. Et puis vous avez fait un petit frère chez Renault, puisque les Qashqai étaient une tribu persane. La dynastie des Kadjar s'est également retrouvée en Iran, puisque le Renault Kadjar doit beaucoup au Nissan Qashqai, en tout cas pour sa structure. C'est tout l'intérêt des synergies de l'Alliance finalement, et ça en est un premier exemple. Le suivant, c'est la toute nouvelle plateforme CMF-C sur le nouveau Qashqai, qui bénéficiera elle aussi évidemment à l'ensemble des marques, bien sûr. Et là où on aurait pu s'attendre à ce que pour un véhicule de loisir, le 4x4 soit encore privilégié, les protections soient encore privilégiées pour protéger la carrosserie, et finalement c'est devenu quasiment une alternative à toutes les compactes. Même si vous avez eu la Pulsar entre les deux, ça vous a aussi permis de vous passer de toute compacte dans la gamme, ce qui est pourtant le modèle dont on a tous besoin, même Citroën s'est recentré sur les compacts avec sa C4 après avoir tenté un hybride citadine avec la C4 Cactus. Finalement, Nissan est peut-être le seul exemple de constructeur qui arrive à se passer d'une compacte dans sa gamme. Complètement. Le fait d'avoir été les pionniers sur ce segment des crossovers, d'avoir lancé le Qashqai, et effectivement, en disant, les constructeurs européens, ils savent très bien faire des berlines compactes, ils savent très bien faire des berlines familiales. Il faut qu'on fasse autre chose si on veut émerger, si on veut que la marque dise quelque chose à nos clients. Et donc, ce parti pris de dire, on garde une base de compact avec ses dimensions, avec son économie à l'usage, mais on lui rajoute un design de SUV pur et dur et on lui rajoute des fonctionnalités d'un monospace. Le terme crossover, c'est ça, on croise par-dessus les segments finalement. Et en mélangeant tous ces segments-là, on est devenu le numéro 1 des crossovers. Vous rajoutez au Qashqai l'X-Trail, la version familiale. Vous y rajoutez le petit frère, le Juke, le plus turbulent de tous, qui est arrivé en 2010, la 2e génération il y a 1 an, avec son design qui est toujours la première raison d'achat. Tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est la marque des crossovers et qu'on est extrêmement légitime sur ce segment-là. Et c'est ce qui fait le succès année après année, génération après génération, des différentes générations. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission, mais il y a aussi un nouveau SUV qui va arriver dans quelques mois, le Nissan Ariya. Bien sûr, qu'on pourrait qualifier de finalement version électrique, même si c'est un très gros raccourci que je fais. Version électrique du Qashqai, dans le sens où c'est grosso modo le même format. Après, c'est une base quand même un petit peu différente. Je vous vois un petit peu plisser les yeux en disant non, c'est pas. Mais bon, on en parlera justement de tout ça au cours de l'émission. Je vois que déjà il y a quelques questions qui sont posées. Alors, François, je te un point conclusif et on introduit le Qashqai 3e génération. Voilà, exactement. Alors le point conclusif, je ne vais pas revenir sur les Qashqai et les Kadjar, je l'ai déjà dit, c'est de dire qu'effectivement une génération électrique un peu déclinée va arriver avec l'Ariya. Et que ce Qashqai arrive tout simplement ce printemps sur nos routes ou un tout petit peu plus tard ?
Alors, il est commercialisé, c'est-à-dire qu'un client qui veut en commander un peut le commander. Toute la gamme a été dévoilée avec ses prix et ses équipements. Les livraisons, c'est à l'été. Donc ça veut dire que cet été, vous en croiserez. Vous roulerez peut-être dedans si vous avez la bonne idée d'en commander un. Les commandes sont ouvertes. Non, je ne suis pas vendeur. À bon entendeur. Avec 1000 exemplaires pour la première édition, vendue à partir de 36 240 €. C'est ça, et la gamme entière à partir de 28 990 €, puisque toute la gamme est maintenant tarifée pour le coup. Et donc, à l'été, vous en verrez rouler sur les routes de France et d'Europe. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Qashqai est un Zorro? Parce que Zorro est tarifé. Oh là Nul, là là sale, là là. Merci. Waouh, oui, Adrien. Si vous ne le savez pas, François est adepte et expert des jeux de mots. Mais pourquoi pas Alain, tu le découvres ce soir, je crois. Oui, avec fascination. Est-ce que tu étais prêt? Ou toujours. Chez Nissan, on est toujours prêt. Oh là là. Aura-t-il le meur aux dents? Ça reste à prouver. La présentation du Qashqai, Adrien. Très bien, mais merci François déjà pour cette présentation globale du Nissan Qashqai qui existe donc depuis 15 ans et qui a été le père finalement, comme on le disait, des SUV modernes en quelque sorte. Guillaume est en train de tourner autour de la voiture, vous la voyez de manière précise à l'écran. On voit un design qui évolue par rapport à la précédente génération, la deuxième, que vous allez découvrir dans quelques secondes normalement. Un design qui évolue mais qui n'est pas non plus une révolution. J'entends par là que ce sont surtout des détails qui évoluent, des pointes de détail. Globalement, on reconnaît quand même la silhouette générale, on reconnaît le design de la précédente. Mais voilà, quelques petits changements. Vous le voyez sur l'autre partie de l'écran, on distingue justement des phares qui ont été modernisés, on distingue une calandre également modernisée. Globalement des lignes plus agressives et puis des mensurations qui augmentent légèrement. On atteint 4,43 m par exemple en longueur, ce qui est, Alain, si je ne me trompe pas, 3,5 cm de plus que l'actuelle génération. À quelques millimètres près, on peut dire que c'est 3 cm de plus dans chacune des dimensions, longueur, largeur et hauteur. Très bien. Et on disait tout à l'heure, alternative au berline compact, c'est exactement ça. À moins de 4,45 m, on peut s'en servir en ville, à la campagne, sur autoroute, pour partir en vacances. C'est cette volonté qu'on a voulu garder, cette compacité délibérément, donc 3 cm dans chaque dimension et pas plus. C'est vrai, justement, ça, je pense que ce sera un point qu'on évoquera tout à l'heure, mais c'est vrai que les mensurations restent assez compactes finalement par rapport à d'autres modèles qui arrivent sur le marché, qui tutoient les 4,50 m, voire même les 4,60 m. Là, finalement, on est sur 4,43 m de longueur, 1,84 m de largeur, 1,61 m de hauteur. Donc effectivement, oui, assez compact, en sachant qu'il y aura également un X-Trail, nouvelle génération, intégrera la gamme dans quelques mois ultérieurement, voilà. Que dire d'autre? Si justement ces mensurations en hausse profitent tout de même à l'habitacle, puisqu'on gagne 74 litres en termes d'espace de coffre, voilà, on passe donc à 504 litres, ce qui est légèrement en deçà, Alain, il faut le dire, par rapport à un 3008. Oui, mais quel coffre? On ira voir tout à l'heure. On ira voir tout à l'heure, très bien. En tout cas, en termes de chiffres, si on raisonne uniquement en termes de chiffres, un 3008 fait 520 litres, là où un Qashqai fait 504. Bon, après, ça dépend bien sûr de l'aménagement du coffre, et c'est ce qu'on verra justement avec Alain tout à l'heure. On parlera également des équipements, puisqu'on a une tablette tactile de 9 pouces, avec un infotainment horizontal, donc, et puis une dalle de 12,3 pouces derrière le volant, qui remplace les compteurs analogiques. 4 roues motrices toujours disponibles. Que des moteurs essence, on en parlera plus en détail tout à l'heure. On a 140 chevaux, 158 chevaux, et puis également une future motorisation, le Qashqai e-Power, qui sera hybride, avec 190 chevaux et qui, je crois, a un fonctionnement assez particulier pour un hybride. Je pense que ce sera l'occasion d'en... Alors oui, ça peut être l'occasion d'en parler maintenant d'ailleurs. Pour le coup, les deux premières motorisations dont tu as dit qu'elles étaient essence, c'est du micro-hybride. Micro-hybride, effectivement. Toutes les motorisations du Qashqai, pour faire simple, sont électrifiées. Et puis, on a l'habitude de dire chez Nissan, la motorisation e-Power, c'est une exclusivité de Nissan qui a été lancée en 2015 au Japon. Et on a livré 500 000 voitures e-Power au Japon. C'est un carton phénoménal. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur électrique qui entraîne les roues. Et au lieu de brancher votre voiture, vous avez finalement votre centrale électrique à bord. C'est-à-dire qu'il y a un moteur thermique qui n'est jamais en liaison avec les roues, mais qui est là uniquement pour recharger une batterie tampon. Donc, si je veux filer un peu la métaphore, un hybride, c'est une voiture à essence dans laquelle il y a un peu d'électricité qui aide. Là, c'est une voiture électrique dans laquelle il y a un peu d'essence qui aide. C'est presque l'inverse, finalement. Donc, c'est presque l'inverse. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir l'agrément de conduite, le couple, les accélérations immédiates d'une voiture électrique, puisque c'est l'électricité qui vous propulse, mais vous n'avez jamais à brancher la voiture. Et c'est ce qui fait son succès au Japon, l'agrément de conduite et le côté agrément à l'usage aussi, puisqu'on n'a pas à se brancher.
Et on sera très curieux, je crois, de découvrir ça lors d'un essai. En tout cas, vous en parlez très bien et je pense que ça va attirer des questions dans le chat. Bah, ça en attire même déjà. Ça en attire déjà. Alors, pour conclure justement, à propos du Qashqai 3, donc, vous avez présenté il y a quelques mois, au moment où vous avez introduit la voiture en février, une version première édition qui est commercialisée à partir de 36 240 € à 1000 exemplaires, avec un équipement, je pense, très riche. Puisque vous êtes basé sur la finition haut de gamme, si je ne m'abuse. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les technologies qu'on peut trouver sur un Qashqai, à la fois les technologies de sécurité, mais celles-là, elles sont disponibles de série dès l'entrée de gamme, et puis des technologies comme par exemple ProPilot, qui est la conduite assistée et qu'on a reliée à la navigation pour qu'elle vous aide encore plus finalement, et que quand la courbe se resserre encore plus, elle garde la main en ralentissant pour que ce soit plus confortable. Donc toutes les technologies sont à bord. Et effectivement, c'est une série spéciale de lancement qui a été présentée et commercialisée dès le jour du reveal de la voiture. Super, très clair. Merci Alain pour ces éléments et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est en train de parler du nouveau Nissan Qashqai avec Alain Lemeur, responsable communication produit pour Nissan West Europe. On va tourner autour de la voiture, on va parler de cette voiture et l'intérêt justement c'est de pouvoir poser vos questions en direct à Alain et à nous. Et justement, il y a déjà pas mal de questions dans le chat. Alors avant de reprendre les questions, notamment celle d'Emilie, notamment celle de Stig, d'Eric, une question introductive pour commencer. On évoquait justement le design de cette voiture qui évolue finalement en douceur par rapport à la précédente génération. Globalement, qu'est-ce qui change fondamentalement entre ces deux Qashqai? Tout. Donc finalement, le design évolue, enfin en tout cas ressemble à l'ancien, mais en même temps ça évolue beaucoup. Alors, on part d'une toute nouvelle plateforme. La plateforme, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne voit pas en dessous de la voiture, que ce soit la partie électrique et électronique ou que ce soit la partie métallique. Ouais. C'est tout nouveau et on inaugure une nouvelle plateforme. Sur cette nouvelle plateforme, est-ce que pour autant, quand on a 3 millions de clients en Europe et 330 000 en France, il faut les perdre, entre guillemets, avec un design trop évolutif et trop évolué? Quand on est le leader du marché et qu'on a inventé ce segment-là, le parti pris est de dire on a des clients extrêmement fidèles qui aiment leur Qashqai parce que c'est un Qashqai. Donc oui, il est plus moderne, il a des lignes beaucoup plus tendues, il a été nettement modernisé. C'est le même bureau de design qui a dessiné les deux, c'est notre bureau de design européen. Et on a décidé de le faire évoluer, mais de faire en sorte qu'on reconnaisse un Qashqai. Parce qu'on a des clients, encore une fois, un client Qashqai sur deux, le taux de fidélité, c'est plus de 50% sur le Qashqai, c'est le plus fort taux chez nous, et c'est un taux très élevé, notamment sur le segment des crossovers. Donc c'est cette raison-là qui fait que on a voulu moderniser le Qashqai, et quand on regarde ces lignes, elles sont beaucoup plus tendues, pas agressives, mais plus expressives. On reconnaît vraiment un Qashqai moderne des années 2020. Mais il faut qu'on reconnaisse un Qashqai quand même. C'est vraiment ça le cahier des charges. Il y a un côté un peu Dickeneck quand même. Si je te dis que j'ai des lignes tendues, je suis tendu. C'est parce que j'ai des lignes tendues. Sinon, parce que c'est moi, c'est le regard artistique. Alors j'avais oublié de préciser, les références aussi sont intéressantes avec François. Oui. Alors François, justement, je te propose qu'on alterne dans la lecture des questions. Je rebondis justement sur une question d'Eric qui va faire le lien justement avec ce que tu viens de dire. Quel était le pourcentage, si tu le connais, le pourcentage de conquête pour Nissan lorsque le Qashqai a été lancé? De nouveaux clients. Bonne question. De nouveaux clients quand le Qashqai a été lancé, c'est une excellente question à laquelle je n'ai plus la réponse parce que ça fait 15 ans, naturellement. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'on a conquis énormément de nouveaux clients pour une raison simple. C'est qu'à l'époque où en France le Qashqai n'existait pas, on vendait 20 000 voitures par an et que le Qashqai à lui tout seul, on en a vendu plus de 30 000 par an en moyenne. Donc ça veut dire qu'on a conquis énormément de clients parce qu'on a créé un segment. Ces clients-là, ce qu'on sait également, c'est qu'ils venaient en grande majorité des berlines compactes ou familiales, donc en gros des Nissan Primera ou Almera et des concurrentes, et extrêmement peu pour le coup de ce qui était notre autre cœur de marché, qui était les gros 4x4 type Patrol ou Terrano qu'on vendait à l'époque. Donc ça a été une conquête colossale qui fait qu'aujourd'hui on a 330 000 Qashqai en parc en France, et qu'à part la Micra, mais la Micra, elle existe depuis les années 80, à part la Micra, il n'y a pas de plus gros parc roulant, et il n'y a pas de plus gros chiffres que ceux du Qashqai en France. Moi, je salue le follow de Bruno, avec pas mal de numéros derniers, mais que j'ai pas réussi à trouver. Et que j'ai pas retenu, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et un point sur la technologie e-Power, puisque Stig Campagnard nous explique que c'est une technologie qui lui rappelle beaucoup la Loner Porsche des années 1900-1901 exactement. Elle avait été exposée au dernier Rétromobile. Quand on vous dit dernier, c'était déjà en 2020. Hein. Vous savez, le seul qu'on a eu l'année dernière. Et beau salon. D'ailleurs, oui, beau salon. Et quand est-ce que Nissan amène des Datsun à Rétromobile? Alors, ça nous est arrivé, puisque en 2011, pour lancer une nouvelle génération de Z, on a effectivement amené
quelques vieilles gloires, il y avait une Fairlady, un 240Z, un 300ZX biturbo. Donc oui, on l'a déjà fait, c'était en 2011. Il faudra penser à le refaire, mais alors, du coup, cette technologie sur la Loner Porsche, on la pose Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est comparable? Alors, il faudrait demander à mes amis de chez Porsche si leur technologie est comparable au Nissan e-Power. Ce qui est certain, c'est que c'est une technologie qu'on a lancée chez Nissan en exclusivité en 2015 pour celle qui nous concerne. C'était sur la Note apparemment. C'était sur Note au départ. Donc Note, c'est une voiture qu'on a connue aussi en Europe. C'est une citadine. Ça a été étendu à un grand monospace qui s'appelle Serena au Japon. Et puis récemment à Kicks. Kicks, c'est un peu l'équivalent de Juke sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Et c'est une technologie qui plaît tellement à nos clients que, pour faire simple, Note était une voiture qui se vendait bien, qui était dans son marché, qui devait être dans les 10 premières ventes au Japon, et qui est immédiatement devenue la voiture la plus vendue du Japon, par cette technologie-là. On a vendu aujourd'hui, donc en 5 ans, 1,5 million de véhicules avec technologie e-Power, avec 3 produits. Donc ça veut dire que cette technologie-là, on ne la lance pas par hasard, c'est une vraie stratégie d'électrification qui arrive chez Nissan, et en particulier avec e-Power. Et j'ai pas suffisamment de références automobiles là pour le coup pour comparer à nos amis de Zuffenhausen, mais à qui vous pourrez demander. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui cartonne et que j'ai vraiment hâte d'essayer et de vous faire essayer. Alors Alain, je vais recentrer vraiment sur le Qashqai, puisqu'on a une question très précise qui a été l'une des toutes premières qui a été posée. Alors j'espère qu'Emilie est toujours avec nous. À propos de la version Tecna Plus, donc si je ne m'abuse, le haut de gamme, vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme. Pourquoi toujours proposer le caisson Bose dans le coffre et pas en option? Alors peut-être qu'on pourrait justement aller voir le coffre de la voiture. On y va? Alors, on va se faire coffrer. Ouais. Alors, allons nous faire coffrer. Effectivement, on prépare Guillaume, du coup on va aller voir le coffre de la voiture. Ah, c'est qu'il nous faut un second téléphone pour avoir le micro. Ah, les aléas du direct, décidément. Voilà, on va découvrir ensemble le coffre de la voiture et on va répondre à la question d'Emilie, donc à savoir pourquoi le caisson Bose est dans le coffre sur la version Tecna Plus et pas en option. Voilà. Alors, pour faire simple, Bose, c'est notre fournisseur audio pour toutes les versions haut de gamme chez Nissan depuis la fin des années 80. On a commencé avec le coupé 300ZX. Et effectivement... Merci d'ouvrir le coffre parce que je ne peux pas tout faire. Coffre électrique, j'aurais pu le faire au pied aussi, je n'y ai pas pensé. Mais donc, coffre sur lequel on gagne 74 litres. Sur lequel on gagne 74 litres de volume et sur lequel on a même pu cacher la tablette arrière. Ah, c'est bien ça. Et oui, parce que même si ça nous arrive... C'est galère. Ah non, ça va. C'est galère pour la sortir? Non, mais bon, d'accord. Donc, pour faire simple, effectivement, il y a un caisson de basse qui remplace l'espace de la roue de secours au fond sur les versions haut de gamme. Pourquoi? Parce que sur une version haut de gamme, et ça, c'est une demande qui date du précédent Qashqai, nos clients nous disent, puisque vous travaillez bien avec Bose, puisque Bose développe tous les systèmes audio haut de gamme, j'ai besoin d'un système audio haut de gamme, je veux me faire plaisir jusqu'au bout et avoir tous les équipements possibles et ne pas avoir recours à un jeu d'options si j'achète une version haut de gamme chez Nissan. Le but est de rendre accessibles tous les équipements sans dire « Ah oui, mais il va encore me manquer quelque chose pour vraiment avoir un Qashqai haut de gamme ». Donc, c'est un arbitrage produit, il aurait pu être différent. Néanmoins, dans la logique de cascade de gamme et de rendre vraiment accessibles toutes les technologies, ça va jusque-là. C'est pour ça qu'il y a 2 versions dites haut de gamme, Tecna et Tecna Plus en haut de gamme, puisque sur le Tecna, c'est un système audio classique et on peut mettre une roue de secours. Et pour autant, on a toutes les technologies de confort, toutes les technologies de sécurité, mais on a une sellerie mixte et on a par exemple pas de système Bose. A contrario, sur un Tecna Plus, il faut qu'on trouve tout. Un client qui dit « je veux le Qashqai le mieux équipé », si on lui dit « ah bah oui, mais ça c'est en option en plus », c'est pas dans la logique de ce qu'on fait chez Nissan. C'est pour ça. Donc, peut-être pas avec un catalogue d'options. Pas avec un catalogue d'options où il faut tout cocher, effectivement. Et on a salut amical au constructeur allemand. Mais en même temps, à chacun sa stratégie, et ça marche très bien comme ça pour ces constructeurs-là. Mais la logique de chez Nissan, c'est de dire on rend sur les versions haut de gamme absolument tout accessible, y compris les systèmes audio. Alors, on est en train de compartimenter ou de décompartimenter le coffre. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été repris du précédent, parce que ça, c'était apprécié des clients. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous pouvez effectivement compartimenter, et que si vous achetez juste 2 packs d'eau, vous les bloquez là, plutôt qu'ils se baladent dans votre coffre, qu'il y a une bouteille qui perce, et ainsi de suite. Et puis, vous revenez de la forêt, par exemple. Vous revenez de la forêt avec les bottes en caoutchouc de vos enfants, ça sent l'expérience aussi.
Il y a un côté en moquette, certes, mais avec un côté en vinyle, pour le coup, ça se nettoie beaucoup plus facilement. C'est tout un tas de petits détails. C'est comme le fait de pouvoir mettre sa tablette arrière sous les compartiments de tablette. C'est tout bête. Est-ce que ça va vous servir tous les jours? La réponse est non, mais le jour où vous allez en avoir besoin, et ben là, pour le coup, vous allez être drôlement content d'avoir choisi un Qashqai. Eh ben, on souhaite qu'effectivement les clients soient au même niveau. Prenez-moi le téléphone, parce que voilà, exactement. Hop là. Merveilleux. Il a fait ça toute sa vie. C'est des années d'études. Super, c'est des années d'études, évidemment. N'imaginez pas, hein, parce qu'en école de commerce, parfois on donne des diplômes, mais là c'est toute une... C'est l'aventure de la vie. Hein. Bon, on va essayer de revenir avec le plateau. Est-ce qu'ils sont d'accord en régie? On revient? Ah, non, si c'est pas Samarcande qui vient à vous, c'est vous qui allez à Samarcande. Adrien est de retour. Eh ben on est de retour. Si vous avez répondu à la question. Oui, je crois. Je vais récupérer. Hop, merci beaucoup. Le Micral, un Micral des micros, parfait. Mais est-ce que Mimi craquera lorsque Mimi Micra pas lavé? Donc vous savez dire Micra en bégayant, monsieur Chiffon. Tout à fait. Il est très fort, ce François. Là, vous découvrez ce que c'est de faire une émission en direct et de tourner autour d'une voiture en même temps. Voilà, merci François, merci Alain d'être revenu. François, je te propose qu'on reprenne au fur et à mesure les questions, parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles, qui ont été posées et auxquelles il faut qu'on réponde, puisque c'est de notre devoir d'y répondre, surtout à Alain, du coup. Il y avait, alors François, je vais te laisser la poser. C'était une question à propos, voilà, ici, précisément une question d'Eric, à propos de la hauteur, précisément, de ce Qashqai, 1m61. Une hauteur en hausse d'ailleurs, là aussi de 3 cm. Oui. N'avez-vous pas été tenté de rabaisser ce Qashqai pour gagner en CO2? C'est ce qu'avait fait notamment Mercedes avec son précédent GLA, maintenant il l'a un petit peu rehaussé. Voire de tenter une autre silhouette, celle d'un SUV coupé, là encore pour gagner du CO2 et puis aussi suivre les tendances. Est-ce que ça aurait été quelque chose que vous auriez pu faire? Alors, l'Aria est l'exemple type du fait qu'avec un crossover 100% électrique, on va vers un design de crossover coupé. Et c'est une volonté délibérée d'un côté. De l'autre, comme je disais tout à l'heure, le design du Qashqai, il est caractéristique, les clients l'aiment, ils veulent renouveler leur Qashqai par un Qashqai, donc on garde cette silhouette même si on la modernise. D'accord. Le fait de le rabaisser, finalement, l'écueil, c'est de perdre ce côté élancé que lui donne sa garde au sol un peu surélevée. Donc, est-ce que pour autant, il est moins aérodynamique? La réponse est non, il est plus aérodynamique que précédemment, parce que le fond est davantage plat, parce que devant chacune des roues, on pourra aller voir, il y a des sortes de petites bavettes devant les roues. Non pas derrière pour, comme d'habitude, garder l'eau de pluie des passages de roues, mais devant pour guider les flux d'air. Dans le pare-choc avant, vous avez deux ouïes qui ne sont pas des ouïes juste là pour faire joli. Oui, c'est un joli design, mais au-delà du design, ça permet de canaliser les flux d'air. Tous ces éléments-là, le fait que la lunette arrière rentre dans le becquet de la même manière, tous ces éléments-là, c'est des éléments aérodynamiques. Preuve en est le fait qu'aujourd'hui, un Qashqai en norme WLTP, ça commence à 142 grammes de CO2. C'est-à-dire, à puissance égale, une bonne dizaine de grammes de moins que la version précédente. Alors qu'il est plus large, plus long et plus haut. Donc, oui, l'idée est bonne, effectivement. Ça peut être une idée. Néanmoins, pour garder la silhouette, c'était important pour ne pas perdre les clients de garder la silhouette. Et puis, on a d'autres manières de faire pour assurer un meilleur aérodynamisme et un CO2 en baisse. La preuve, c'est que nouvelle plateforme, meilleur aérodynamisme, CO2 en baisse. Ça paraît limpide, expliqué comme ça. Alors, je vais justement tenter de combiner deux questions en une, puisque tu parles, Alain, de CO2. Il y avait une question à propos des motorisations diesel, qui du coup n'existeront pas sur ce Nissan Qashqai 3e génération. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de rebuter certains clients ou de faire fuir certains clients d'une génération à l'autre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est à propos du Nissan Ariya, justement, qui sera donc le penchant électrique de ce Nissan Qashqai. Quid de la, finalement, de... Quid c'est Renault. Quid c'est Renault, effectivement. C'est aussi un mot que j'aime bien employer, du coup, voilà, j'en profite. Quid, finalement, de la... cannibalisation. De la potentielle cannibalisation qu'il peut y avoir entre les deux, ou en tout cas, voilà, je cherche le mot, la cohabitation, voilà, entre les deux. Alors, première question, depuis le Salon de Genève 2019, et ça c'est au niveau mondial, on a annoncé, on a dit que la stratégie de Nissan c'était l'électrification. Ce qu'on veut, c'est qu'à horizon 2023, 50% des voitures qu'on vende soient électrifiées et en 2030, 100% des voitures soient électriques ou électrifiées dans nos catalogues. Pour faire ça, et parce que les législations évoluent également,
on ne fait pas que supprimer un diesel en disant il y a moins d'offres. D'un côté, on retire ça, mais de l'autre, pour avoir un coût d'usage qui reste raisonnable, pour avoir de l'agrément et beaucoup de couples, parce qu'il y a aussi un agrément à rouler en diesel finalement, le fait d'avoir un couple à bas régime, et en face de ça, on met une offre qui s'appelle e-Power et qui va être l'alternative. C'est en tout cas ce dont on est persuadé. Le succès au Japon nous le démontre, même si ce n'était pas un marché de diesel, c'est un marché où e-Power a rencontré le succès. Et donc cette stratégie, elle est claire, elle ne changera pas, elle va dans le sens de l'histoire parce que les législations font qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on demande de plus en plus aux constructeurs, des diminutions de CO2 d'un côté et moins de diesel de l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez logique. Et à partir du moment où on a une offre alternative, finalement c'est pas gênant. Et encore une fois, comme ça s'est passé au Japon, en faisant essayer le produit aux clients, ils verront les coûts de détention, ils verront les coûts à l'usage et ils verront l'agrément à l'usage. Et avec tout ça, on est persuadé que cette stratégie d'électrification, c'est la bonne finalement. Bien sûr, très bien. Et donc par rapport au Nissan Ariya? Et par rapport au Nissan Ariya, alors effectivement, Ariya arrive au deuxième semestre, c'est notre premier crossover 100% électrique. On prend la Leaf, on en a vendu 500 000, on prend le Qashqai, et si on mélange les deux, ça donne un grand crossover de 4,60 m de long avec toutes les technologies possibles. Inaugure, comme celui-ci inaugure la plateforme qui s'appelle CMF-C, il inaugure l'autre plateforme qui est là, toute électrifiée et faite pour l'électrique, qui s'appelle CMF-EV. Et ils vont cohabiter parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes usages non plus. Parce que Ariya, c'est une voiture qui est plus grande, qui est encore plus raffinée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir comment c'est fait. C'est l'habitat avec à l'intérieur, l'habitat est incroyable. Les boutons en forme de bois, c'est assez exactement intégré dans la matière, ce qui veut dire que vous touchez le matériau du tableau de bord, vous ressentez une petite vibration et la commande. Donc toutes ces technologies-là font que le positionnement n'est pas du tout le même. De la même manière, le fait que ce soit tout électrique, on offre du tout électrique, du mild hybride, de l'e-Power en fonction du modèle. L'usage du client fera qu'il choisira Ariya, qu'il choisira Qashqai et demain X-Trail. Et puis au-delà de ça, le positionnement se fait aussi par la puissance. Typiquement, Qashqai, aujourd'hui, on a 140 et 158 chevaux en mild hybride, 190 chevaux en e-Power demain. Un Ariya, ça commence à 218 et ça finit à 394. Donc, on n'est pas non plus sur les mêmes segments en termes de puissance, en termes de couple. Et puis, Ariya, c'est aussi 2 ou 4 roues motrices, certes comme Qashqai, mais avec un système qui s'appelle e-Force, où là, on a une gestion du couple roue par roue pour que la voiture tienne encore mieux la route. Et donc, ça va non pas jusqu'à l'accélération en courbe de la roue extérieure, parce que ça, c'est un peu facile, on sait le faire. On savait déjà le faire sur le premier Juke. Mais ça va jusqu'à la régénération des roues intérieures pendant que les roues extérieures au virage accélèrent. Ce qui veut dire qu'en termes de vitesse de passage en courbe, de plaisir de conduite, c'est un positionnement complètement différent. Par son design, par son mode de propulsion et par la technologie qui est à bord. Donc, est-ce que des clients vont hésiter? Oui. Et après, ça va être au réseau qu'on forme pour ça et qui connaît ces produits, de dire, monsieur, selon votre usage, selon le goût que vous avez, moi je vous dis de prendre un Ariya parce que ça va très bien convenir à ce que vous voulez en faire et à vos envies. Monsieur, vu votre usage, vu ce que vous faites de votre voiture, renouvelez votre Qashqai par un Qashqai, c'est plus adapté à vous. Très bien. Écoutez, merci Alain pour cette réponse. Merci à vous toutes et tous dans le chat pour toutes vos questions qui continuent encore. François, je te laisse justement poser une question notamment d'Eric. Oui, et d'ailleurs, ça serait peut-être l'occasion d'aller refaire un tour dans la voiture, puisqu'on se demandait pourquoi il n'y a qu'un seul toit vitré fixe et non pas un toit panoramique ouvrant. Apparemment, on a des fans, on a des fétichistes du toit ouvrant visiblement. Dans la famille. On peut les comprendre. Mais tous nos clients X-Trail ou presque en France et en Europe ont un toit ouvrant pour le coup. Bah alors pourquoi il en a pas lui? Et sur certains marchés, allez, je vais vous énerver jusqu'au bout. Sur certains marchés, le Qashqai qui s'appelle Rocksport aux États-Unis dispose d'un toit ouvrant. Sauf que venez voir le design du toit. J'amène le micro. François est en train de récupérer le micro. Voilà. Il ne faut pas un toit parfaitement plat. Ce qui veut dire que sur les marchés où le Qashqai a un toit ouvrant, le toit est extrêmement court. C'est bien pour ventiler la voiture, mais pour avoir une vraie vision, c'est plus frustrant. A contrario, sur un X-Trail où le toit est parfaitement plat, là, vous avez la place à mettre un grand toit ouvrant. Si vous montez à l'arrière dans un Qashqai à toit ouvrant, le toit est tout petit. Vous ne voyez pas bien. Si vous montez à l'arrière dans un Qashqai à toit vitré, vous avez une vraie vue panoramique. Évidemment, et ça sent l'expérience. Quand les enfants de son passage et que vous refermez le Vélum, ils redeviennent sages tout d'un coup parce qu'ils veulent voir. Et eux, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils voient. C'est pas l'air qui
On sent le maître d'école qui aurait pu ramener l'ordre dans certaines classes. On sent le vécu de celui qui a eu des enfants en bas âge à une époque. Ah bah, c'est une belle aventure aussi. Non, alors on parle d'enfants en bas âge. Pourquoi tu me l'ouvres petit la porte? 85 degrés. D'accord, bon bah si vous voulez. Pour que mon mètre 90 rentre plus facilement et pour que le gros cosy, tu le vois le gros cosy? Oui, j'ai pas encore ce bonheur, alors, mais entre le gros jour ou cosy l'autre. que tu passes comme ça, ou le gros cosy que tu passais comme ça. 85 degrés. Là, encore une fois, usage familial, encore une fois, on a pensé aux besoins de nos clients, ce qu'ils nous disaient des précédentes générations. Encore une fois, c'est du détail, comme les autres détails qu'on a vus dans le coffre tout à l'heure, mais ça, c'est pareil. Ça fait partie des petites innovations qui, mises bout à bout, améliorent de génération en génération le cache-cache. Et avant de revenir en plateau, on disait justement que l'aérodynamique était favorisée par l'absence de toit ouvrant, puisqu'on a besoin de ce toit ou qui serait beaucoup plus large, petit, puisque le toit était... Ou si le toit était plat, ça aurait été possible. Le CX de ce Qashqai atteint... Je te remercie de la question, je vais le vérifier avant de te dire des bêtises. Eh ben c'est pas grave, on retourne en plateau. Oui, alors bah, nous c'est à gauche. Très bien, ben merci. Pour bien montrer l'intérieur de ce Nissan Qashqai et Guillaume du coup de continuer justement de tourner autour de la voiture. Je vais encore une fois combiner deux questions en une, puisqu'on a des questions très précises en l'occurrence sur tout d'abord les accessoires, la liste des accessoires. C'est Émilie 95 330 qui nous demande ça. À quel moment la liste des accessoires sera disponible sur le site de Nissan? Ça c'est la première question. Tu as une estimation à nous donner, Alain. Et l'autre question, c'était à propos des options activables, activables par abonnement depuis le tableau de bord. Alors excusez-moi, je ne sais plus qui dans le chat avait posé cette question précisément. Adrinkit, voilà, qui demandait effectivement, enfin qui voulait savoir à partir de quand ces options activables par abonnement depuis le tableau de bord seront disponibles. Donc les options activables et les accessoires. Et les accessoires. Alors, pour répondre aux accessoires, effectivement, je vais pas m'engager sur un délai, mais l'expérience chez Nissan montre que quand une voiture est commercialisée, dans la foulée, parce que nos clients aiment ça tout simplement, ils aiment personnaliser encore plus leur voiture avec des seuils de porte éclairés au nom de la voiture, avec des tapis de sol spécifiques et ainsi de suite. Les accessoires viennent au moment des toutes premières livraisons, voire avant. Donc ça veut dire que même les premiers clients livrés auront des tapis de sol à bord et pourront personnaliser leur voiture avec leur baguette, leur pack chromé, leur bouclier suburban, puisque ça s'appelle comme ça chez nous, et ainsi de suite. Pour les options activables depuis le tableau de bord, je pense qu'on parle par exemple d'internet à bord avec le hotspot Wi-Fi, ce qu'on a déjà sur le dos, j'imagine. Ouais. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec Orange, qui est déjà activable à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un Juke aujourd'hui, par exemple, ou d'une Leaf, que la Leaf 10e anniversaire peut en bénéficier. Et donc pour le coup, de la même manière, au moment de la livraison, il existe des contrats qu'on peut signer avec son concessionnaire ou a posteriori à bord de sa voiture en prenant lien avec Orange. Donc ça veut dire que c'est au moment de la livraison, à partir de ce moment-là, ça marche déjà sur Juke et ça marche déjà sur Leaf. Ok, très clair. Très clair. J'espère que tu as répondu à la question, en l'occurrence d'Adrinkit et d'Émilie. François, si tu as une question particulière à poser... J'entendais une que j'avais vu passer à propos du style. Sera-t-il envisageable de l'avoir en plus baroudeur? Est-ce qu'il aura plus d'équipements qui lui permettront d'être protégé contre les coups de la vie et le coût de la vie aussi? Alors, on parlait de deux éléments. Le premier, c'est qu'on parlait d'accessoires tout à l'heure et qu'effectivement, dans la gamme des accessoires, vous avez ce que j'appelais tout à l'heure bouclier suburban. C'est des éléments de pare-choc qui sont à la fois décoratifs et qui servent aussi à protéger davantage, notamment quand vous vous garez en ville. Ça peut aussi passer par des protections latérales de portières, des éléments comme ça, des seuils de coffre chromés ou en inox qui vous permettent aussi de pareiller quand vous chargez des valises lourdes. Donc tout ça, effectivement, ça contribue à protéger la voiture, d'une part. D'autre part, le design, on l'a vu sur les précédentes générations, il plaît aux clients comme ça. Donc soit vous faites appel à ces accessoires-là, finalement, pour le personnaliser davantage et le rendre plus baroudeur. Et pour le coup, avec ce que je viens d'évoquer, ça marche vraiment bien. Mais en tout cas, en termes de design pur sorti d'usine, il est défini comme tel. Alors, vous avez le choix entre plusieurs dimensions de jantes, vous avez le choix entre plusieurs niveaux de finition, mais ça, c'est classique. 17 à 20 pouces, apparemment. De 17 à 20 pouces, effectivement. Victoire de Canard. Non, j'ai bien lu. Mais ça veut dire qu'il est défini comme ça et qu'on le reconnaît comme un Qashqai comme ça, donc il sort comme ça. Mais même si les passages de roues, par exemple, sont bien creusés, on peut pas envisager d'extension de passages de roues plus protégés en plastique. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, pas pour le moment, et ça n'a jamais été le cas sur les précédents. Et ces passages de roues-là
Et cet entourage, cette ceinture de caisse basse, elle contribue déjà à protéger. Et puis, elle fait aussi le design du Qashqai. Et ça fait partie des choses. Donc, on reconnaît un Qashqai dans la rue, finalement, parce que cette silhouette-là, Je me cache. cet entourage-là, en fait... Qashqai. Pardon, oui, tout à fait, oui. Non, mais c'était plus intéressant comme réponse, effectivement, mais je pouvais pas m'empêcher de faire ce jeu de mots. C'est bien. En revanche, j'en tente une dernière, puisque maintenant que je tiens le manche, Vas-y. je le rends très vite. Pourquoi avoir choisi du Biton? Apparemment 5 teintes sont Biton, voilà, pour 11 teintes. Ah bah alors... C'était une question justement de Guillaume qui Ah bah, vient on prend, de allez. poser à l'instant. Voilà, combien de teintes sont disponibles et quid du Bicor, du coup? Alors, Bicolore. 14 couleurs en tout. Sur les 14 couleurs, 9 sont des couleurs monochromes, c'est-à-dire que le toit que vous voyez noir ici est peint de la couleur du reste de la carrosserie. Et à partir de ces 9 couleurs-là, vous en rajoutez 5 en plus sur lesquelles le toit peut être noir, sauf quand la carrosserie est noire, le toit peut être gris. Voilà. C'est bien aussi. C'est bien aussi, effectivement, ce qui est plutôt joli. Le Scénic Ça marche avait bien ça, d'ailleurs, sur à un le moment. Juke. Comment? Le Scénic avait ça, le Scénic 4 avait D'accord. une carrosserie noire, toit gris. C'était d'ailleurs, je crois, la seule configuration où le toit était gris. Je parle sous le contrôle d'un propriétaire de Scénic qui nous écoute dans Régie et qui apparemment n'a pas la réponse. Mais ça devait être le cas. Alors, pour le coup, nous, ça vient du Juke. Oui. Première raison d'achat, le design. Pour aller jusqu'au bout du design, il y a une version spécifique qui s'appelle N-Design et qui est disponible en couleur Biton, dont notamment, effectivement, une carrosserie noire avec le toit rouge ou une carrosserie bordeaux avec le toit gris, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on sait déjà faire et qu'on sait déjà faire depuis pas mal de temps à l'usine de Sunderland où il est fabriqué aussi. Les deux sont fabriqués dans la même usine. Et donc, ça veut dire qu'au choix, ce bleu-là, vous le voulez tout bleu, ça existe. C'est une des 9 couleurs monotons. Vous le voulez avec le toit noir, il existe également. C'est une des 5 couleurs Biton. Ok. Très bien, très bien, très bien. J'en profite au passage pour remercier nos nouveaux follow, puisque tout à l'heure, François, tu as annoncé l'arrivée de Bruno. Oui. Et puis là, on a maintenant Zenicor, donc bienvenue. Bienvenue Zenicor sur cette chaîne où on parle en l'occurrence ce soir du nouveau Nissan Qashqai avec Alain Lemeur, responsable communication produit Nissan West Europe. C'est la 5e fois, je crois, que je le dis au cours de l'émission, mais c'est pour celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc comme ça, tout le monde est bien au courant. On va reprendre le fil des questions. En attendant, n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre et à vous abonner. Ça nous ferait très très plaisir pour qu'on continue justement de faire de telles émissions en présence, en l'occurrence, du nouveau Nissan Qashqai. Et à propos de ce Nissan Qashqai, est-ce qu'il serait possible, là on va le faire en direct, voir si c'est possible de le faire en direct, d'allumer les phares et les clignotants pour voir la signature lumineuse de la voiture? Bien sûr, allons-y. Super. On va mettre les pleins phares. Que la lumière soit. On parlait de design tout à l'heure, c'est justement quelque chose d'intéressant que de voir ça parce que le design a défini la technologie. Les phares, dès l'entrée de gamme, c'est des phares full LED. Parce que des phares aussi fins et qui font ce Qashqai aussi reconnaissable, on n'allait pas faire un compromis sur l'entrée de gamme pour qu'il soit moins reconnaissable et qu'il soit un peu moins Qashqai que les autres Qashqai. Et un peu moins beau aussi. Et peut-être un peu moins beau. Peut-être. Donc, on a des phares full LED sur toute la gamme et pour la première fois, des phares matriciels sur les versions haut de gamme. Des phares matriciels, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous roulez en plein phare, que vous suiviez quelqu'un, que vous doubliez quelqu'un, que vous croisiez quelqu'un. Il y a 12 faisceaux individuels dans chaque phare, donc comme si vous aviez 12 phares dans chaque phare finalement, qui, en détectant ce qui se passe devant vous, en face de vous, éteignent certains de ces faisceaux pour ne pas éblouir, tout en vous laissant la visibilité maximale partout où ça n'éblouit pas. Ok. Donc vous croisez un cycliste et tout d'un coup vous allez voir votre faisceau lumineux qui était en plein phare baisser au loin là où il est et puis le phare gauche va baisser progressivement pendant que les autres vont se réouvrir et quand vous l'aurez croisé, tout se rallumera. Vous suivez un camion, tous les faisceaux extérieurs au camion que vous suivez sont en plein phare et les faisceaux intérieurs là où il y a les rétroviseurs extérieurs du camion sont éteints. Ok, voilà. D'accord. Et donc ça c'est pour les versions haut de gamme, mais tous sans exception ont des phares full LED à l'avant et des feux à LED à l'arrière aussi. Alors Alain, je te préviens avant que ça arrive, ça a été suggéré dans le chat. Un petit coup de klaxon pour accueillir nos nouveaux follow. Allez. Waouh, quel klaxon! Et cette série dès l'entrée de gamme. Ah, super, on se posait la question justement. Spécial conduite pressée, voilà, pour les gens qui aiment klaxonner. Et malheureusement, il y en a beaucoup. 5 ans d'études pour en arriver là, vous vous rendez compte? C'est quelque chose, hein. Ah, mais il faut ça. Alors Alain, tu es là avec nous pour encore un petit quart d'heure, je dirais les 19h53 précisément. Ah oui, déjà. Et oui, déjà, le temps passe vite et puis visiblement ce Qashqai intéresse. Moi, j'aimerais quand même parler un petit peu de l'Aria.
faire un point de comparaison avec le Nissan Qashqai. C'est une question que je me pose à titre personnel, puisque personnellement, j'aime beaucoup, très sincèrement, le design de ce Qashqai. J'aime encore plus celui du Nissan Ariya. Voilà, c'est un point de vue personnel, mais lorsque j'ai découvert les deux, je me suis dit, enfin, j'ai eu une légère déception finalement en voyant le Qashqai, en me disant que, en termes de design, il se restreignait un petit peu peut-être par rapport à l'Ariya, qui, à mon sens, hein, là je parle encore une fois d'un point de vue très personnel, fait peut-être plus futuriste, peut-être plus, enfin c'est même certain, je trouve qu'il fait plus futuriste, qu'il y a plus un effet waouh finalement, de mon point de vue avec le Nissan Ariya, qu'avec ce Qashqai. Est-ce que ça a été une volonté des designers finalement de faire un Qashqai, on va dire, qui reste dans la continuité, un petit peu plus classique par rapport à un Ariya qui justement en jette plus? Alors déjà je suis d'accord avec toi, Ariya c'est... Mais je suis aussi d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment hâte de rouler avec le best-seller. Faites gaffe parce qu'il est en train de partir avec la voiture, Guillaume. Ah oui, effectivement. Ouh là là. Non, il y a des portes en fer, il ne pourra pas. Donc plus sérieusement, les deux modèles, encore une fois, vont cohabiter. Il y en a un qui fait 4,60 m, qui a une forme de coupé qui est 100% électrique. Ouais. Et l'autre qui est un crossover de 3e génération avec des clients extrêmement fidèles et qui tiennent à ce design-là. Donc, est-ce qu'il est plus traditionnel? Je ne suis pas sûr. Il a des lignes très tendues, il est extrêmement moderne, mais on reconnaît un Qashqai et on devait, c'est ce que je disais tout à l'heure, absolument reconnaître un Qashqai pour ne pas dérouter ces 3 millions de clients qui sont fans de leur voiture. Et puis d'un autre côté, il y a une voiture mondiale qui est le nouveau porte-drapeau, le porte-étendard de la marque. Dans ce crossover, on a mis ce qu'on savait faire. Ouais. On a mis ProPilot, on a mis des batteries comme on en fait sur la Leaf et où on en a vendu 500 000 déjà. On a mis ce fameux système à 4 roues motrices avec une gestion par roue. On a mis une nouvelle plateforme qui nous permet d'avoir une place absolument folle à l'intérieur. On a mis des commandes haptiques partout pour vraiment être dans une voiture futuriste, je suis d'accord. Et la première fois que j'ai vu Ariya, j'ai dit non, ça c'était le concept de Tokyo, la vraie elle est où? Rendez la vraie. Rendez la vraie. Et pour le coup, entre le concept de Tokyo et la vraie, il y avait moins de 10% de différence parce que les emboutillés étaient définitifs, la forme était définitive, les technos étaient définitives. Donc oui, c'est le porte-drapeau, et un porte-drapeau, ça doit avoir un effet wow. Néanmoins, si ça c'est la place de l'Ariya, la place du Qashqai, c'est d'être et de rester le best-seller, avec des nouveaux clients, mais aussi avec des clients extrêmement fidèles et qui veulent retrouver un Qashqai en plus moderne, en mieux, en plus technologique, en plus confortable, en plus raffiné, mais retrouver un Qashqai quand même. Et puis, si on avait fait un Qashqai qui ressemble davantage à l'Ariya ou l'inverse, là pour le coup, il y aurait peut-être eu de la cannibalisation. Oui, effectivement. Ouais. Donc cette différenciation-là, elle est aussi là pour ça. Ok, très clair. On va poser une question tout à l'heure sur les perspectives commerciales de ce nouveau Qashqai, mais avant ça, une question très précise, après le toit ouvrant, pourquoi ne pas avoir fait un intérieur un peu plus clair, un intérieur simplement beige, gris, mais pas noir? Vous en voulez? Il y en a. Ah, il y en a? Bon, alors c'est très bien. Donc, sur le Qashqai Tekna, sur une version qui est une des deux versions les plus vendues, vous avez accès à un intérieur qui est entre gris clair et beige. Y compris pour le pavillon ou pour le ciel de toit? Le ciel de toit est noir dans ces cas-là. Ah, quand même. Voilà. Donc toute la sellerie, tout l'environnement est clair. Et ça existait déjà sur le Qashqai de précédente génération à son lancement. Le première édition de cette génération-là avait un intérieur comme ça. Alors là, il est plus moderne et ainsi de suite naturellement. Mais oui, ça existe. Ok. Et j'adore. Le contraire eût été étonnant. Non, mais les intérieurs clairs, c'est vrai que c'est valorisant. Oui, typiquement, ça existe sur la Leaf et c'est joli. Typiquement, ça existe sur le Qashqai précédent, ça va exister sur celui-là. Oui, un intérieur clair, c'est joli. Ça apporte un petit peu de chaleur, quoi. On sait que c'est salissant, on sait que c'est parfois difficile à la revente. On a vu ce débat il y a 2 ou 3 émissions, il me semble, mais ça donne un cachet aussi fantastique à certaines voitures. Et après, une majorité de clients dit non, moi un intérieur sombre, ça me va bien parce que c'est plus discret, parce que ça me correspond mieux. Bien sûr. Donc le fait d'avoir le choix, encore une fois, on parlait d'accessibilité tout à l'heure, on laisse le choix au client en disant voilà, sur une version, vous pouvez, comme le Juke sur lequel vous voulez un Juke personnalisé avec l'intérieur noir et blanc, ça existe. Vous en voulez un avec l'intérieur orange, ça existe. De la même manière, on a des clients qui sont fans de leur crossover chez Nissan. Allons jusqu'au bout de ces logiques-là. Bien sûr. Alors donc, ces perspectives commerciales, qu'est-ce que vous en attendez de ce Nissan Qashqai 3e du nom? Eh bien, que ça reste et que ça demeure, et c'est logique, le best-seller. Il est leader peu ou prou en Europe depuis 15 ans. Autant qu'il le reste, tout simplement. Qui donne globalement chaque année aux alentours de 550, 500 000 ventes par an. Ça, c'est au niveau global. En Europe, c'était plutôt 250-300. Allez, au revoir, désolé, j'ai mal révisé ma leçon. En fait, le Qashqai, il est fabriqué principalement en Europe, il a été développé pour l'Europe.
et il est fabriqué à Sunderland en Et dessiné Angleterre. d'ailleurs, il était dessiné. Il était dessiné à Londres à chaque fois. C'est à Londres. On a un bureau de design européen qui est à Londres, qui travaille évidemment avec le bureau de design du Japon. On en a un californien, en Chine aussi, mais là en l'occurrence c'est Londres qui l'a dessiné dans les 2 dernières versions. La R&D elle est en Europe également parce que pour développer une voiture pour les Européens autant le faire en Europe, Bien sûr. tout simplement. Donc effectivement, une fois qu'on a développé ce véhicule-là et que il se vend bien déjà en Europe à donc 250, 300 000 exemplaires en fonction des années, pourquoi ne pas le vendre ailleurs? Et donc la différence pour les 500 000, c'est ça. C'est-à-dire que il s'appelle Qashqai au Canada, il s'appelle Rogue Sport aux États-Unis, mais c'est la même voiture avec sa même physionomie. Et donc il y en a 500 000 dans le monde par an, mais 250, 300 en Europe. Là, je parle de l'actuel. Le prochain, le plus possible, ce sera ma seule réponse. Il s'est même appelé Qashqai Dualis, je crois. Oui, alors ce qui est un point commun avec le constructeur Alstom, grand fabricant de mobilité, chacun sait, parce que le Citadis Dualis, c'est le tram-train de la gamme Alstom. Voilà, c'est l'information qui ne vous sert à rien, surtout que vous êtes en train de dîner peut-être, désolé, mais que ça ne vous coupe pas l'appétit. Et le premier Qashqai s'appelait Dualis au Japon, s'appelait Dualis en Extrême-Orient, en Afrique du Sud, effectivement. Il portait le nom de Dualis dans sa première génération. Et il l'a perdu Et il l'a perdu depuis. Bon, c'est comme Qashqai Dualis ou Dualis tout court? Dualis tout court. D'accord, ok, très bien. Alors je suis très content quand je regarde le chat, là je vois qu'il y avait une question sur le nombre de prises USB et quel type de prise, et il y a une personne qui a répondu justement à Eric dans le chat directement. A priori il y a 2 prises USB à l'avant et 2 à l'arrière. Exactement. Ils sont autonomes dans ce chat. Ils sont autonomes dans ce chat, c'est sûr. Alain, je crois qu'on n'a plus besoin de toi. Merci, bravo. Déjà, il y en a une là. Il faut quand même féliciter vos abonnés parce que pour qu'ils connaissent le produit aussi bien, c'est qu'ils sont forts. Ils le connaissent très bien. Et effectivement, 2 prises USB à l'arrière, une USB-C et une USB classique, puisqu'on a l'un ou l'autre, les deux, et dans la console centrale de la même manière. Et puis évidemment, un chargeur par induction 15 watts devant le levier de vitesse pour charger encore. D'ailleurs, peut-être que je m'avance, mais je pense qu'Emilie est très intéressée par le véhicule, puisque les questions sont très précises. On en a une nouvelle justement par rapport au techno. Pourquoi avoir fait le choix d'iOS sans fil et Android en USB? Alors, peut-être pour des raisons, là c'est pareil, je ne veux pas vous dire de bêtises, peut-être pour des raisons de délai de développement, de choses comme ça, tout simplement. Quoi qu'il en soit, c'est le sens de l'histoire. Sur le précédent, on a introduit en 2017 ou 2018 Android Auto et CarPlay, filaire dans les 2 cas. Ça n'existait pas avant. Et puis petit à petit, encore une fois, on améliore, on rajoute des technologies. Là, on arrive avec effectivement CarPlay sans fil. Est-ce que ça va s'arrêter là? Quand on voit l'évolution du Qashqai jusque-là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Après, je ne peux pas vous promettre que ce sera demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Mais c'est le sens de l'histoire. Plus ça va, plus les véhicules sont connectés. Juke, c'est un crossover connecté comme aucun autre ne l'avait été avant. Il n'y a aucune raison que celui-là ne suive pas la trace de son petit frère, qui est aussi son grand frère. Vous avez 4 heures. Alors Alain, effectivement, je vais rebondir là-dessus justement. Je pense que ce sera l'une des dernières questions de cette interview. Tu parlais de crossover précisément à l'instant. Pour toi, ou plutôt pour vous, pour Nissan, ce Qashqai, c'est un crossover ou un SUV? Les deux. Comment vous allez, d'un point de vue marketing, comment vous le qualifiez? Alors c'est même pas du marketing, c'est un crossover. Dans le sens mélange des genres. Dans le sens mélange des genres. Voilà. Pourquoi? Parce que chez Nissan et depuis les années 60, on fabrique des SUV, et pour le coup, quand on imagine SUV chez nous, on regarde sur d'autres continents que l'Europe et on regarde des véhicules qui s'appellent Armada aux États-Unis avec des V8 5,6 litres qui font 6,20 m de long. Ça, pour nous, c'est un SUV avec un châssis séparé, et ça crapahute, ça existe toujours en 4 roues motrices. En gros, un SUV pour Nissan, c'est tout carré, ça franchit tout ce qu'on veut franchir, ça a un très gros moteur et c'est très très grand. Un crossover, ça mélange les segments. C'est ce que ça veut dire, tout cross, croisé, over, passer par-dessus. Vous prenez une plateforme qui va pouvoir aussi dans l'alliance servir à des berlines, à des monospaces, à d'autres crossovers. Vous prenez une forme qui évoque effectivement les SUV, vous êtes un petit peu plus haut sur pattes, vous avez un design distinctif. Et puis des fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités de monospace, quand on voit les portes qui s'ouvrent aussi grand, quand on voit le coffre qui est aussi aménageable. Et en mélangeant tout ça, on retrouve la définition même du crossover. Preuve en est le fait que c'est une alternative aux berlines, puisqu'on le vend à 92-94% en traction et non pas en 4 roues motrices. Donc zéro doute, c'est un crossover dans la définition qu'on lui donne. Absolument, et puis on constate dans le chat via Navigator que Nissan a une très grande gamme de SUV dans le monde. Dans le reste du monde, bien sûr. Simplement. Il y a eu un dernier enfant turbulent, parce que quand tu évoquais l'Armada, le Patrol Nismo, quoi ce délire? C'est vrai. C'est vrai, on peut se poser la question. Ah bah si. Est-ce que dans un monde raisonnable. Est-ce que la vie est faite pour être raisonnable? Ah bah il est censé d'être insensé, je l'ai toujours dit. Bon. Donc,
On est une marque mondiale et on est une marque généraliste dans le plus beau des sens du terme. On a la chance dans cette marque d'avoir un savoir-faire en termes de 4x4 de SUV depuis des décennies. On a la chance d'avoir un blason qui s'appelle Nismo, ça veut dire Nissan Motorsport, tout simplement. Et en mélangeant les deux, pour des clients, là en particulier au Moyen-Orient, qui sont friands d'une voiture qui sache aller crapahuter et qui en même temps soit hyper performante, ça fait 428 ou 431 chevaux, un Patrol Nismo. Donc ça veut dire que ça marche très très fort, que ça a tous les attributs d'un véhicule sportif. Et effectivement, on n'est pas 50 à être capable d'oser mélanger ces genres-là. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est à partir du moment où les clients en ont envie et à partir du moment où on sait le faire, et allons-y. Ce qui nous rend super heureux, c'est que nos clients soit 3 millions à avoir acheté un Qashqai, et qu'on ait des clients qui aillent dans les showrooms en disant « Bonjour, j'ai vu le Patrol Nismo, j'en veux un ». Et que le monsieur du Moyen-Orient ressorte du showroom avec son Patrol Nismo, bien sûr, et que 500 000 livres soient sur la route en même temps. C'est génial. On attend le GR Land Cruiser ou le GR Hilux, un jour peut-être de chez Toyota. Effectivement, alors François, je constate que la source de questions se tarit dans le chat. Ah, c'est... Et oui, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on a quand même parlé pendant 1 heure de ce Nissan Qashqai avec toi. Grâce à Guillaume, on a pu tourner autour de cette voiture et vous la présenter sous tous ses angles. En tout cas, on espère avoir été le plus exhaustif possible. On vous propose de continuer l'émission avec d'autres sujets. Ah, bah justement, au moment où je dis ça, il y a une dernière question à propos du Nissan Qashqai. Quelles informations seront disponibles sur l'affichage tête haute, donc derrière le volant? Alors, sur l'affichage tête haute, vous aurez absolument... Donc déjà, c'est le plus grand de ce segment-là, puisqu'il fait presque 12,8 11 pouces. Non, 10,8 pouces. 10,8. 12,3, c'est la dalle des TFT, compteurs, TFT, et 10,8 au-dessus. Et donc, dans cette dalle, vous pouvez paramétrer à peu près ce que vous voulez, c'est-à-dire la vitesse, la navigation, les SMS, le téléphone, toutes ces fonctionnalités-là, et c'est... vous pourrez aller voir d'ailleurs sur le site de Nissan puisqu'il y en a des illustrations. Toutes les technologies que vous retrouvez sur l'écran TFT peuvent être rappelées, mais à vous de les sélectionner. Vous ne voulez pas avoir tout ça, vous voulez juste votre vitesse, vous ne cochez que la vitesse au moment où vous paramétrez votre voiture pour vous. Mais si vous voulez avoir toutes ces infos-là, elles peuvent apparaître, y compris ProPilot, y compris vraiment tout. Et vous les avez d'ailleurs qui s'affichent à l'écran avec Guillaume, le reporter volant, parti à la recherche des affichages tête haute. Alors on a un petit décalage nous par rapport à notre écran au moment où on lit le chat, c'est pour ça que les questions arrivent en léger décalage par rapport au moment où vous les posez. Et on a a priori une dernière question de Steve Campagnard qui demande quand est-ce que le e-Power, la version e-Power sera proposée. Alors, le Qashqai il arrive donc et il peut être commandé aujourd'hui en mild hybride et dans la deuxième partie de l'année. Ok. Voilà, sans donner plus de précision, mais quoi, grosso modo. Fin d'année, on devrait voir e-Power sur les routes. Ok, très bien. Écoute Alain, on va changer progressivement de sujet. On va continuer l'émission à travers d'autres informations qu'on avait prévu de vous présenter au-delà du Qashqai.